Bienvenue dans ce nouvel épisode du Monde de Donald. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait d'épisode sur l'actualité politique américaine, qu'elle soit au national ou à l'international. Eh bien voilà, on va se reconcentrer jusqu'à ces mi-termes un petit peu plus régulièrement avec un bulletin d'information sur cette actualité politique autour de Donald Trump, des Republicans, autour des États-Unis d'Amérique. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup à dire et qu'il y aura toutes les semaines beaucoup à dire jusqu'au midterms. Vous le voyez, YouTube est en guerre contre les médias non mainstream, les médias de réinformation, appelez ça comme vous voulez, en tout cas contre divergence politique, eh bien pour nous soutenir, pour nous permettre d'exister, comme pour l'ensemble de nos amis, eh bien il n'y a qu'une seule solution. Faites un j'aime, vous le voyez, c'est en haut de l'écran à droite. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, ça prend 10 secondes, c'est gratuit. Il faut faire cela parce que c'est ce qui nous permettra de pouvoir avoir une meilleure visibilité de tous nos programmes, que ce soit cette émission, que ce soit les autres émissions de Divergence Politique, partagez auprès de vos amis. Et puis, bien entendu, si vous voulez nous soutenir, vous le voyez, il y a un QR code. Avec votre téléphone, vous scannez le QR code, eh bien, ça vous amènera directement sur la possibilité de nous soutenir en nous faisant un don. C'est très important puisque nous n'avons aucune subvention, bien entendu, publique. Nous n'avons que vous pour nous aider. Et tout de suite, on va démarrer l'actualité. Merci à vous de nous soutenir. Tout de suite, la première actualité. Alors, cette première actualité, vous la voyez affichée à l'écran, c'est la décision historique en fait, de la Cour suprême qui a eu lieu le vendredi 20 février dernier. Et cette décision historique, c'est l'annulation de la majorité des tarifs douaniers globaux qui sont imposés par le président Donald Trump. Cette commission de la Cour suprême a décidé en fait que le président n'avait pas l'autorité légale de les instaurer seuls et sous une loi en fait qu'il avait prétextée, qui était la loi d'urgence économique nationale, ce qu'on appelle aux États-Unis l'IEEPA pour être précis. Voilà, en droit américain, seul en fait le Congrès a le pouvoir de créer des taxes, y compris des droits de douane. Voilà. Donc Donald Trump a vu sa décision retoquée par 6 voix contre 3. Il faut notifier, et ça c'est important, que quand même c'est un premier coup de canif pour Donald Trump, puisque cette Cour suprême était majoritairement favorable on va dire au camp de droite, au camp républicain, au camp trumpiste. C'était une Cour suprême extrêmement conservatrice, donc c'est déjà une première je dirais, anicroche dans la politique de Donald Trump. Ceci dit, c'est pas fini. Donald Trump a été très vexé. Il a immédiatement réappliqué des nouveaux droits de douane à hauteur de 15%, en notifiant qu'il s'appuyait sur d'autres textes de loi. Alors là, encore une fois, on verra ce qui en deviendra. Est-ce que la Cour suprême, une nouvelle fois, viendra s'opposer à cette décision? Ça, seul l'avenir nous le dira. En tout état de cause, première anicroche pour Donald Trump. Ça a été notifié partout et dans les médias américains, ça a été vraiment pris très au sérieux parce que c'est un événement qui n'était pas du tout attendu, ni du côté de Trump d'ailleurs, ni du côté de ses opposants politiques et les démocrates. Voilà, c'est quelque chose qui est apparu je dirais out of nowhere, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire venu de nulle part. Et en tout cas, cette opposition de la Cour suprême à Donald Trump n'était pas prévue dans le plan de route du président américain, du 45e, du 47e président américain. Alors, conséquences économiques également, puisque on le voit, la réaction économique a été immédiate suite à cette décision. Certains indicateurs financiers ont montré une forte volatilité des marchés, notamment les baisses sur Wall Street liées à l'incertitude commerciale. Vous le voyez d'ailleurs sur cette vignette que j'affiche, le Bitcoin et également et les crypto-monnaies ont plongé, on est tombé au-dessous des 63 000 dollars pour le Bitcoin. Voilà, donc affaire à suivre. Vous le voyez sur cette vignette, l'intrusion tôt dans la matinée de dimanche, aux alentours d'1h30 du matin en heure locale, d'un homme qui donc a pénétré le périmètre de sécurité de la propriété de Mar-a-Lago à Palm Beach.
Alors, je vous le rappelle, Mar-a-Lago, c'est la résidence de Donald Trump. C'est l'endroit où il passe quasiment tous ses week-ends, où il va faire son golf pour se détendre de sa semaine dans la capitale à Washington, D.C. Il est donc extrêmement présent. Il est même tellement présent que c'est de Mar-a-Lago qu'il avait supervisé la capture de Maduro lors de ce samedi 3 janvier, historique samedi 3 janvier, où les États-Unis d'Amérique étaient venus kidnapper le président de Venezuela dans sa résidence durant son sommeil. Mar-a-Lago, c'est donc un point très important et on le voit en fait dans ce qui s'est passé. Un homme, on parlera un petit peu de son profil après, même si on a très peu de détails à ce jour encore sur qui il est. En tout cas, on sait qui il est, mais quelles sont ses motivations, quels sont ses leitmotivs. C'est un jeune homme de 21 ans, en tout cas, c'est ce qu'on sait, qui s'est infiltré en profitant en fait de la sortie d'employés de la résidence, qui s'est infiltré derrière eux et qui est entré armé d'un fusil et d'un jerrycan d'essence. Il a été immédiatement repéré par le Secret Service, c'est le service d'ordre de sécurité présidentielle américain, qui l'a repéré au niveau de la Porte Nord et qui est venu en fait à sa rencontre. L'homme a brandi visiblement son fusil, en tout cas c'est ce qui a été notifié. Les hommes du Secret Service ont fait feu et ont abattu en fait l'intrus. Voilà ce que l'on sait en tout état de cause de la situation. Sur l'homme, eh bien, je vous le disais, on ne sait pas exactement qui il est aujourd'hui. Alors, on connaît son nom, bien entendu. Il s'agit d'un homme de 21 ans qui s'appelle Austin Tucker Martin, qui vient de Caroline du Nord. On ne sait pas en fait ce qu'il souhaite. Est-ce qu'il est politisé? Est-ce que c'est un dément? Il n'y a pas de revendication. Ce que l'on sait, c'est qu'il avait été déclaré en fait disparu par sa famille quelques jours plus tôt. C'est tout ce que l'on sait de cet homme aujourd'hui. On n'a pas encore un motif établi par les enquêteurs. Je vous rappelle que le FBI, bien entendu, a pris la main sur l'enquête et le Secret Service également. Voilà. Donc le contexte qui entoure cette potentielle tentative d'assassinat. On ne sait pas véritablement si son but était de venir tuer Donald Trump ou si c'était juste de s'immoler. Enfin voilà, la question du baril, du bidon d'essence pose interrogation. J'imagine qu'il n'était pas là pour essayer d'immoler le président américain, qu'il aurait eu beaucoup de mal auquel il y aurait eu beaucoup de mal, bien entendu, de se rapprocher. Voilà. Donc, beaucoup d'interrogations. On verra ça dans les semaines à venir. Ce que l'on peut en dire quand même, c'est que en moins de 2 ans, eh bien, c'est quand même la troisième tentative. On va supposer troisième tentative d'assassinat sur le président Donald Trump, 2 pendant sa campagne, une troisième potentiellement maintenant. Voilà, beaucoup d'interrogations sur la question. On vous tiendra au courant dans ces épisodes du Monde de Donald. Toujours au national, Donald Trump était ce 24 février 2026 au Congrès américain pour présenter ce qu'on appelle le discours sur l'état de l'Union. C'est un discours en fait qui est présenté une fois par an. C'est un rapport en fait d'activité du gouvernement et de ses points à venir, en tout cas du programme qu'il souhaite mettre en place. Il a parlé, Donald Trump, de l'économie. Il a mis en avant ce qu'il présente comme les accomplissements économiques de son administration, notamment la croissance, la création d'emplois et les mesures pour baisser le coût de la vie. Il a défendu ses réformes fiscales et le plan de soutien de certains secteurs notamment. Je rappelle que les États-Unis ont une volonté d'industrialisation extrêmement forte. C'est un point très important du programme de Donald Trump. Il y a également, Donald Trump, insisté sur une vision de l'Amérique forte, prospère et respectée. C'était très important dans son discours de faire valoir que les États-Unis sont un âge d'or actuellement, sont à un âge d'or économique malgré des critiques extrêmement fortes. Vous le savez bien, il a parlé bien entendu des tarifs douaniers et du commerce. Il s'était penché sur l'immigration et la sécurité des frontières. L'immigration est restée le thème central de son discours, notamment. Trump a célébré son approche America First, soulignant un renforcement d'application des lois sur l'immigration, la construction de murs et la détention de migrants afin de protéger la sécurité nationale. Ça renvoie notamment à sa fameuse volonté de prison en Floride, Alligator, la prison Alligator, sur laquelle effectivement
je pense que les prisonniers n'auront pas trop envie de s'évader par les marais. Concernant sa politique étrangère, alors Trump a d'abord abordé des sujets internationaux évoquant les actions militaires et les relations avec des pays, notamment comme l'Iran et le Venezuela. Il a ensuite défendu sa stratégie globale en matière de sécurité mondiale, en soulignant les positions américaines fortes, et notamment celles qui ont été récemment adoptées par le président américain. Il a notamment mentionné ses efforts sur les conflits internationaux, on pense notamment à la Russie, et les contributions des États-Unis à la paix mondiale dans plusieurs régions. Je rappelle que Donald Trump a annoncé qu'il souhaitait désormais, concernant l'Ukraine, une paix pour le 4 juillet. Je rappelle que le 4 juillet, c'est la fête c'est la fête nationale américaine, pardon. Concernant l'Iran, eh bien, il a indiqué que s'il ne pouvait y avoir de paix par un traité, un accord de conciliation entre les demandes, notamment au niveau du nucléaire et des balistiques iraniens, eh bien, il serait obligé de frapper. On a senti quand même dans sa déclaration que c'était quand même une annonce prochaine d'entrer en guerre contre l'Iran international avec deux petits éléments d'information. On le voit ici dans le Washington Times, il n'y a pas d'impeachment en cours qui est formellement voté, contrairement à ce qui pourrait être laissé supposer dans certains médias. Il n'y a pas de date, notamment fin février 2026, de procédure d'impeachment qui serait activée à l'encontre de Donald Trump. On sait, ceci étant, qu'il y a une pression politique des démocrates. On le voit notamment au travers de cet article. Certains élus démocrates, comme la représentante donc Jasmine Crockett, ont publiquement répété qu'ils aimeraient voir Trump mis en accusation pour différentes raisons. Alors là, on parle de politique migratoire, on parle d'actions controversées ou d'allégations non prouvées, mais ces efforts en fait ne constituent pas à ce jour une procédure législative formelle. Allez, on avec, vous le voyez, la question du ICE. Je rappelle, ICE, ça veut dire Immigration and Custom Enforcement. C'est en fait une milice sous contrat d'État. En fait, c'est une milice privée sous contrat d'État qui est en charge, en fait, tout simplement de s'occuper du raccompagnement aux frontières des personnes qui sont en situation illégale sur les territoires américains. Je ne vous rappelle pas tous les événements qu'on a vus ces dernières semaines, notamment à Minneapolis, où il y a eu effectivement 2 personnes qui sont décédées, 2 personnes. Ronnie Good, premièrement, une femme de 37 ans qui avait essayé de se soustraire à une demande d'arrêt de son véhicule, qui a été abattu, et notamment un deuxième homme, Julio César Souza Celis, qui avait été blessé, pardon, et il y avait un autre homme dont j'ai oublié le nom, qui avait été abattu. La vidéo avait fait le tour du monde, on en avait parlé sur cette chaîne. Je ne vais pas revenir dessus. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est révélation en fait d'un ancien instructeur du ICE sur notamment la formation. Alors l'ancien instructeur de la ICE Academy, il s'appelle Ryan Schwank, qui il a récemment témoigné devant le Congrès américain. Donc c'est quelque chose d'extrêmement sérieux aux États-Unis, cette déclaration sous serment. Il avait dénoncé ce qu'il décrit comme des défaillances graves, notamment dans la formation des agents. Et ses principales allégations allaient sur le fait que le programme de formation était extrêmement simplifié et raccourci pour permettre aux agents d'aller directement au plus vite sur le terrain, apporter assistance à leurs collègues. Il avait notamment remis en cause la question de la sécurité des armes à feu, les limites constitutionnelles de l'usage de la force, et notamment les procédures d'arrestation et de détention légale. Voilà, la question du ICE est quelque chose qui fait débat très clairement aux États-Unis, même au sein des mouvements conservateurs. La question n'est pas tant sur le fond, mais plutôt sur la forme. Voilà, on en reparlera s'il y a d'autres avancées. En tout état de cause, c'est tout pour l'actualité nationale aux États-Unis des derniers jours. On va passer maintenant sur le volant international. Allez, comme je vous l'ai promis, on part à l'international. On va pas aller très très loin puisqu'on va juste traverser la frontière de la Californie avec le Mexique pour arriver à Guadalajara, où ce dimanche, il y a eu des événements extrêmement dramatiques, un véritable chaos au Mexique. C'était notamment les troupes du cartel
de El Mencho. El Mencho, c'est le parrain d'un des plus puissants cartels mexicains qui s'en sont pris, en fait, qui ont fait une vague de représailles violentes de la part du cartel, à travers notamment tout le pays, principalement au nord du pays, des affrontements armés extrêmement violents, comme vous le voyez sur ces vidéos, puisque les forces de ce cartel se sont prises notamment un aéroport, brûlant même un avion de ligne. Voilà, tout ça fait suite en fait à l'arrestation, la tentative d'arrestation par le gouvernement mexicain de El Mencho, ce fameux chef de cartel, qui a été abattu notamment lors de la tentative d'arrestation. Vous allez me dire, mais pourquoi nous parle-t-il tout simplement du Mexique dans ce bulletin qui est notamment un bulletin d'actualité 100% de politique américaine? Eh bien, tout simplement parce que l'administration américaine a confirmé que les forces américaines, notamment la DEA, les services militaires de renseignement, avaient collaboré avec le gouvernement mexicain pour permettre cette arrestation. Une arrestation qui s'est basée donc sur les sources de renseignement américains. Bien entendu, les États-Unis n'ont pas participé physiquement à cette tentative d'interpellation d'El Mencho, mais ils ont eu un rôle extrêmement actif, d'où la réaction de violence qui s'en est suivie. Voilà. Si Trump, de son côté, a déclaré qu'il ne comptait pas intervenir militairement comme il l'avait fait au Venezuela, notamment avec Maduro, qui ne souhaitait pas intervenir militairement au Mexique, ceci dit, il s'est dit préoccupé par la situation et n'a pas exclu notamment un renforcement de la guerre qu'il mène aujourd'hui au cartel de la drogue. C'est le dernier point de ce bulletin d'information. La question de l'Iran, vous le voyez, l'Iran a des ambitions nucléaires qui sont incompatibles avec la politique de Donald Trump. Donald Trump a notamment fixé une sorte de deadline de 10 à 15 jours pour qu'un accord soit conclu sur le nucléaire comme sur le balistique. L'Iran a indiqué par le biais de sa diplomatie qu'il ne souhaitait pas aller dans le sens des desiderata du président américain. Les États-Unis ont donc renforcé leur présence militaire au Moyen-Orient avec plusieurs porte-avions, des avions de combat, des systèmes de défense anti-aérienne, ce qui est considéré comme d'ailleurs l'une des plus grandes concentrations de forces américaines dans la région depuis des décennies. Les menaces de frappe sont extrêmement sérieuses à l'instant, notamment on en parlait lors de son discours sur l'état de l'Union. Donald Trump a abordé la question notamment de l'Iran et a indiqué qu'il serait peut-être en obligation, s'il ne trouvait pas d'accord diplomatique, de devoir frapper l'Iran, engendrant ainsi un conflit militaire ouvert avec Téhéran. Voilà, Trump a donc évoqué cette possibilité de frappe limitée contre l'Iran, ce qui va en double décalage avec les propos qu'il avait tenus auparavant lors de la première frappe à l'issue de cette fameuse guerre des 12 jours, comme elle est appelée, où il avait indiqué que le nucléaire iranien avait été totalement détruit. Il a indiqué, notamment dans ce discours auprès du Congrès américain, qu'il fallait détruire ce nucléaire iranien. Donc ça veut dire que ce qu'il avait indiqué quelques mois au précédent n'était pas tout à fait factuel. La question pour Trump aujourd'hui, on l'a notamment longuement abordée sur cette chaîne, et notamment dans les épisodes de Divergence avec Xavier Moreau, Fabrice Sorlin. La question, elle est toute simple. Elle est pour Trump aujourd'hui soit de rentrer dans un conflit militaire armé avec l'Iran, avec potentiellement des conséquences et des soldats américains qui pourraient décéder tout simplement, et ainsi créer une pression énorme politique aux États-Unis d'Amérique sur la présidence de Donald Trump, ou bien tout simplement de faire marche arrière, de renoncer à ce type de frappe, ce qui le mettrait là encore politiquement dans une situation de faiblesse, puisqu'il serait alors l'homme qui parle et non pas l'homme qui agit. Voilà, double possibilité pour Donald Trump, avec là encore une fois, sur un plan de vue politique, eh bien, sans doute plus de coups à prendre dans les deux solutions que de points à gagner dans les audiences, alors qu'encore une fois, on approche de ces midterms de novembre qui seront capitaux pour Donald Trump, parce que à partir de ces midterms, s'il venait à avoir une déconvenue, Donald Trump serait
en possibilité de voir eh bien, ou bien continuer un mandat sans aucun pouvoir, ou bien tout simplement de voir des impeachments arriver, de voir une pression aussi du côté des Republicans de plus en plus forte contre lui, et puis de voir effectivement des adversaires de ce propre camp commencer à se manifester pour prendre sa suite. Voilà, ce bulletin est fini. Avant ça, un dernier point aussi que j'ai souhaité porter à votre attention, c'est la question de Tucker Carlson qui a été arrêté alors qu'il allait réaliser un interview de l'ambassadeur américain en Israël. Il a été arrêté à l'aéroport de Tel Aviv, Ben Gurion, et interrogé par les services secrets israéliens. La question aujourd'hui a beaucoup secoué aux États-Unis. On a vu notamment Marjorie Taylor Greene, l'ancienne soutien MAGA de Donald Trump, et un certain nombre d'élus politiques qui ont traité d'inamical et d'hostile le gouvernement israélien à l'encontre d'un ressortissant américain et des États-Unis d'Amérique au sens plus global. On voit qu'il y a vraiment une fracture sur la question israélienne qui s'opère au sein du camp MAGA. L'événement de l'arrestation, en tout cas de l'interrogatoire de Tucker Carlson a été extrêmement débattu aux États-Unis. Tucker Carlson a notamment indiqué que des pressions étaient faites notamment sur sa famille. L'interview justement de Mike Huckabee a suscité beaucoup d'émotions, et Tucker Carlson n'a pas mâché ses mots concernant l'État israélien et ce qu'il appelle une relation unhealthy, c'est-à-dire non saine entre les États-Unis et Israël, et je dirais l'importance de l'État d'Israël dans la politique américaine. Voilà, tout ça a été débattu notamment par Tucker Carlson. Je vous renvoie sur ses dernières vidéos et ses derniers commentaires sur X et Twitter. Voilà, si vous avez aimé cette émission, eh bien, écoutez, je vous engage encore une fois à faire un j'aime, à vous abonner à la chaîne, tout simplement, à activer la cloche pour les notifications sur l'ensemble de nos programmes sur Divergence Politique. Et puis, encore une fois, vous le voyez, à côté, il y a le petit QR code. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne, si vous souhaitez faire un don, c'est très important. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de continuer notre activité sur YouTube. Eh bien, continuez à nous soutenir, faites un don, appuyez avec l'appareil photo de votre téléphone sur le QR code, en tout cas visualisez le QR code avec votre appareil photo de téléphone. Ça vous envoie directement sur le lien pour nous soutenir. Je vous en remercie 1000 fois et je vous dis à très vite dans Divergence Politique pour d'autres actualités sur la politique américaine, nationale, internationale de cette administration de Donald Trump. À bientôt.